Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Un article issu du hors-série France, le temps des révolutions de Courrier International a retenu mon attention. Focus sur le journal catalan La Vanguardia qui pose la question du dégagisme en France. Les électeurs sanctionnent un à un les candidats les plus chevronnés, de Nicolas Sarkozy en passant par Alain Juppé et Manuel Valls. Le journal évoque le risque d'un éclatement des partis et peut-être même la remise en cause des institutions et de la Ve République. Un article à découvrir dans le numéro hors-série France, le temps des révolutions de Courrier International. Les titres de votre 20h. Politique, de quoi le PRAF est-il l'expression? Les regards des journalistes Caroline Ettori et Sébastien Pisagne. Un autre monde est possible avec Corsica Doc et notre invité culture du soir, Annick Penedjouli. Bonsoir ma chère Annick. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous proposez au CSJC Ajaccio un cycle de films sortis récemment en salle, des films humanistes, une programmation engagée dans l'esprit de Corsica Doc. Un autre monde est possible, c'est la thématique de ce cycle. Vous mettez l'accent sur les rapports sociaux, humains, politiques avant tout, oui, politique. Mais politique au sens noble du terme, je dirais. Les affaires de la cité ? Absolument. Et il nous semblait important dans cette période qui est quand même assez mouvementée sur le plan politique d'apporter quelques éléments à nos hommes politiques qui ont l'air sérieusement en panne sur le plan des idées et sur le plan de la société, de la rénovation de la société et de la vie politique au sens large du terme. Et du coup, on a eu envie de faire ce cycle de films qui, tous sous des angles différents et avec des sujets différents, parlent de ça, de la manière dont des citoyens prennent en charge eux-mêmes la vie de la cité. La materia prima au cinéma pour permettre aux hommes politiques d'innover, de faire preuve d'imagination, c'est ce que vous proposez donc, Absolument, le cinéma sert à ça aussi. Alors nous allons évoquer deux films dont le premier qui sera diffusé le vendredi 28 avril à 18h30 au CSJC à Ajaccio. Il s'agit de La Sociale de Gilles Perret, sorti en 2016. Nous regardons un extrait et nous en parlons. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Bonjour la jeunesse. En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. À l'heure où certains politiques élus essayent, font des tentatives de remise en question de la sécurité sociale, ce film vient frapper aux esprits tout de même. Oui, absolument. C'était une petite piqûre de rappel tout à fait nécessaire, à la fois sur le plan de l'histoire, pour nous rappeler, parce que beaucoup ont aujourd'hui oublié qu'il s'agissait d'une plateforme de réforme absolument formidable mise en place par le comité de la résistance à la sortie de la guerre, au moment de la libération. Et que cette réforme, carrément une invention évidemment, de la sécurité sociale qui touchait à la fois les allocations familiales, les caisses de retraite, etc., ont été conduites par deux hommes, l'un communiste, Ambroise Croizat, qui était le ministre du Travail de l'époque, et un gaulliste, Larocque, qui était un haut fonctionnaire. Donc c'est des belles énergies issues de deux camps totalement différents qui voulaient œuvrer pour le bien commun
qui profite toujours, évidemment, à des millions de Français aujourd'hui et que le monde entier nous envie, mine de rien. Et avec comme pilier l'égalité, hein, l'égalité dans le traitement des soins. Absolument. C'est ça aussi la sociale. Oui. Et Quand on voit le problème du système de santé aux États-Unis aujourd'hui, on se dit que c'est très important de préserver ça. Ouais, notamment, vous avez raison, l'Obamacare qui est remis en question par l'actuel président des États-Unis. Toutes ces questions autour de la santé sont essentielles, surtout aujourd'hui. C'est tiens, je vais dire un mot, peut-être même un gros mot, utopie. C'est une belle utopie, la sécurité sociale. Oui, et puis une C'est ce belle que montre le réalité film, aussi. Non, quand les utopies deviennent des réalités, très bien, très bien. Deuxième film, Foot Coupe de Tom Bruff, sorti également en 2016, projeté le vendredi 5 mai à 18h30 et toujours au CSJC. Nous en regardons un extrait et nous continuons à parler de cette programmation de Corsica Doc. When I talk to people starting co-ops, I say, well, you want there to be a lot of excitement about your co-op when you start it, but what you're really doing is you're building a connection. And if you succeed in getting people to feel connected to their co-op that they own, the stronger you can make that connection, the stronger your co-op will be. I live nearby. I'm gonna go home, take a shower, and then go to work. So, how do you build a connection? If you ask someone for one of the most precious things in their life, which is a little bit of their time on earth, not your money in your bank, it's time on earth. That's all we've got. So if you're going to give that, you can make a connection. What do you do for a living? I'm a designer and animator. I work in social services. I work with the homeless. What do you do for a living? I'm a psychoanalyst. It represents a new economic system in this country. It's going to collapse one day if this type of system doesn't catch on. L'histoire d'un supermarché autogéré à New York. Non, alors c'est une très belle histoire qui dure maintenant depuis 40 ans, qui a pris de l'ampleur évidemment. Et le jeune réalisateur qui a voulu faire le film est lui-même américain mais il vit à Paris. Et il voulait à la fois faire le film et créer la même chose à Paris, ce qu'il a fait. Le film sort en même temps que lui a créé un supermarché en autogestion à Paris qui s'appelle La Louve. Vous voyez, Annick, finalement, un autre monde est possible. Mais ce monde, il existe. C'est celui Absolument. des rapports humains. C'est celui où l'humain est plus important que les structures ou que la valeur marchande. C'est ce que vous montrez à travers ces deux films. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est en tout cas ce que les réalisateurs veulent montrer et nous, on adhère totalement. Parce qu'une programmation, ça vous engage, évidemment. Évidemment. Totalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ces quatre films, enfin, le premier qu'on avait montré, qui était un film sur un fait divers, voilà, qui était très, très important aussi pour montrer, parfois, c'était Le Corbeau, la Cigale et les Poulets, qui montre... D'Olivier Azam. Voilà, d'Olivier Azam. C'était aussi pour montrer la folie qui peut être celle du monde sécuritaire dans lequel on est, où 4 gugus d'un village de l'Hérault se sont retrouvés avec 150 policiers antiterroristes d'une brigade antiterroriste sur le pas de leur porte à 6h du matin. Bon, voilà. Et puis le deuxième, le film Comme des lions, sur une très très belle grève, malheureusement qui s'est terminée par un échec des ouvriers, mais comme ils disent, on a peut-être perdu sur le plan du gain financier, mais on a gagné de la dignité. Donc belle expérience. Que dit ces films, de fait, votre programmation, Annick Penedjoul, de la société actuelle? Que disent ces films? Je dirais des choses contrastées. Mais c'est vrai que ces films, en tout cas, donnent une idée d'un autre, pas seulement un autre monde est possible, mais il est là, il existe. Et il y a une énergie aujourd'hui dans la société française qui peut-être se manifeste pas sur un plan traditionnel des idées politiques, mais sur le plan concret du faire autre chose dans la société d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un pragmatisme dans l'engagement militant de ces gens-là aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté de ça.
Ça veut dire que ce pragmatisme, vous êtes attentive à la vie publique, à la vie politique, évidemment, par le cinéma, mais aussi par votre parcours journaliste, évidemment. Cela veut dire que ce pragmatisme-là est un petit peu oublié du côté des politiques et des représentants publics et qu'il se retrouve un peu plus du côté associatif, ou en tout cas, les individus ont plus intérêt à s'investir pleinement dans les affaires de la cité, pour reprendre étymologiquement le mot politique. Oui, je pense. Et je pense qu'il y a comme un écran de fumée sur ce qui se passe là. Sans doute que les médias ne sont pas assez attentifs à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais de façon souterraine. On s'intéresse beaucoup à l'histoire du costume de Fillon ou des choses comme ça, qui sont vraiment de l'anecdote, de la cuisine politique, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la manière dont la société vit? Je crois qu'on manque beaucoup de travail de fond, de reportage, que pouvaient faire les médias à l'époque où les médias avaient un peu d'argent, mais maintenant, les médias vivent à un rythme à la seconde. De l'instantanéité, c'est ça. Bon, on ne va Absolument. pas tomber dans une critique non plus du Non. En tout cas, nous essayons ici de les décrypter, ces tendances, en évoquant toujours, en ramenant toujours à du concret, aux réalités quotidiennes, à la vie des gens, parce que c'est ce qui est le plus important, à notre avis, ici dans l'équipe de Pendant le 20h. Merci beaucoup pour ce focus sur votre festival Corsica Doc. Très bon festival engagé, politique, humain, c'est essentiel, surtout en ces temps d'incertitude économique, sociale, politique. Un autre monde est possible, le cycle Corsica Doc, ça se passe au CSJC à Ajaccio. Toutes les infos sur le site internet corsicadoc.fr. Merci beaucoup Annick, ce fut un plaisir. Plus rien à faire, plus rien à foutre de Brice Teinturier a reçu le prix du livre politique, l'occasion de nous interroger avec distance, je vous en assure, sur cette crise de la démocratie. Crise de démocratie selon l'auteur, Brice Teinturier. Est-ce véritablement l'heure du PRAF? De quoi est-il l'expression? C'est le sujet de notre 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Nous allons prendre de la distance. Comme d'habitude. Suggéré par Annick. Donc nous allons essayer de prendre de la distance et de nous intéresser à la politique, à la chose publique. Nous le faisons chaque soir, pratiquement chaque soir, avec vous. Enfin, c'est une première dans ce rôle-là pour vous. Oui. Un peu impressionnée, mais bon. On verra ça avec vos échanges. Caroline Ettori, journaliste, Parole de Corse. Vous la connaissez, elle vient depuis quelques semaines dans cette émission pour donner son avis sur la politique et pour décrypter souvent les galaxies autour des lieux insulaires. Et Sébastien Pisani, journaliste de l'équipe de Pendant le 20h. Et également, vous pouvez retrouver sa plume dans le quotidien Corse Matin. Alors, si vous le voulez bien, donnons une définition au PRAF. Définition de Brice Teinturier. Le livre est ici, plus rien à faire, plus rien à foutre. Alors il dit ceci, Brice Teinturier: le PRAF n'est pas un groupe social et encore moins un parti politique, c'est une posture, une attitude. Comme toute attitude, elle est graduelle et elle peut se transformer en force. Il ne se réduit pas à la défiance et ne se manifeste pas toujours par de la colère. C'est écrit noir sur blanc dans son ouvrage, édité par Robert Laffont, prix du livre politique. Sébastien. Bah oui, la définition pas évidente à comprendre. Hein. Il faut la cerner. Alors notre ami Brice Teinturier, et je pense que sa démarche est assez intéressante, a essayé de caractériser, puisque c'est quand même donc le directeur d'un grand institut de sondage, cette part d'électorat qui échappe à toutes les enquêtes d'opinion. Ces gens qui ne se prononcent pas, qui ne semblent pas s'intéresser à la politique, qui sont même peut-être totalement indifférents, parce que finalement, lorsque vous êtes animé par la colère, vous arrivez à mesurer cette colère. Ça a une intensité sur l'échelle de l'attitude d'un électeur. L'indifférence la plus complète. Ça devient très compliqué. Donc c'est vrai que ce livre est intéressant, je trouve, parce que Brice Teinturier, d'abord, fait l'autocritique des instituts de sondage, de cette manière, parfois, d'essayer absolument de caractériser l'attitude de l'électeur. Il parle aussi des médias, on pourra même en revenir. Il parle, bien sûr, des politiques. Il parle aussi du fait que les citoyens se sont peut-être, pour certains, vraiment un peu plus dégagés, qu'il y a de ça 10 ans, d'un intérêt pour la chose politique, de la manière la plus noble possible. Donc effectivement, une attitude liée à une forme d'indifférence la plus totale, et ça, c'est forcément triste. Vous qui travaillez, Caroline, avec des instituts de sondage, oui. Un institut de sondage particulièrement, vous êtes d'accord avec cette idée du PRAF, plus rien à foutre, plus rien à faire?
Pas totalement. Moi, je trouve que c'est un concept qui est très, très bien marketé et qui répond à un non-besoin de tout qualifier. Voilà. Et après, sur la période des 10 années, bon, pourquoi pas, mais je ne suis pas certaine qu'il y a 10 ans de ça, tous les électeurs aient été particulièrement ravis et de leur personnel politique et des politiques publiques menées. Donc je pense qu'il faut relativiser un petit peu le phénomène du PRAF qui veut tout dire et rien dire à la fois. Et j'en veux pour preuve le succès des primaires, également les succès de toutes les émissions politiques qui sont très suivies et qui font de bonnes audiences. Alors, ce qui est intéressant quand il évoque le PRAF, outre la dimension marketée, évidemment, c'est un expert de la communication, du marketing politique. Il a bien saisi l'idée. C'est un bouquin de communicant, nous sommes d'accord. Mais il dit aussi en substance ceci qu'aujourd'hui, la parole politique, la parole publique est presque démonétisée. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que les électeurs, les citoyens, parlons pas d'électeurs, les citoyens entendent encore ce que disent nos politiques? Moi, je pense qu'ils sont noyés, mais comme on l'est tous d'ailleurs, parce que, et c'est là où les médias, il faut avoir cette part d'autocritique aussi. Nous le ferons dans quelques jours, je vous le dis Sébastien, nous ferons une émission sur les médias et la parole politique dans quelques jours, en compagnie de Jean-Louis Orlandette, consultant communication notamment, et vous Sébastien. Très bien, bon rendez-vous est pris. Non, je disais qu'effectivement, bon alors démonétiser, j'aime pas trop le terme, parce que là je sais pas quel est le maître étalon, mais en tout cas effectivement, c'est vrai que l'espace de parole, d'échange, de débat est saturé de ces fameuses petites phrases qui font mouche, qui sont d'ailleurs conçues, marketées par les hommes politiques eux-mêmes. Donc à un moment donné, on est dans cette espèce de brouillard dans lequel le citoyen finit par se perdre. Je suis pas tout à fait d'accord avec Caroline. Moi j'ai tendance à penser, peut-être que c'est un petit peu naïf de ma part, que l'électeur était moins saturé justement à travers tout ce qui se passe désormais sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, en termes de messages. Et je pense qu'il y avait effectivement des gens qui déjà à l'époque avaient pris une très nette distance vis-à-vis de la politique. Mais je crois qu'aujourd'hui le phénomène s'est encore amplifié du fait de ces bruits permanents. Vous voyez la difficulté pour la campagne actuelle, la campagne présidentielle, la difficulté des candidats pour arriver vraiment au cœur du sujet et évoquer leur projet. Ça veut dire que le calendrier médiatique est plus important que le calendrier politique. Il y a quelques années, on avait connu l'inverse. C'était les politiques qui dictaient leur calendrier. On a un petit peu le sentiment qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, mais enfin, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les raisons, elles ne sont pas simplement extérieures à la sphère politique, elles sont aussi internes, parce que il y a les affaires qui sortent à tout bout de champ, donc le sentiment d'impunité, la classe politique jusqu'ici intouchable. Il y a également les difficultés des politiques eux-mêmes à mener des réformes et leurs programmes au bout, à leur terme. Donc du coup, les électeurs ne s'y retrouvent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'il faut composer, et c'est là que la cuisine politicienne entre en jeu, avec l'aile droite ou l'aile gauche du parti selon, avec le double et triple langage des acteurs économiques, des acteurs sociaux. Tout ça, ça décrédibilise la parole publique et ça la vulgarise, mais dans le sens péjoratif du terme. Non, puis je crois qu'on sort en plus de 2 quinquennats, celui de François Hollande et celui de Nicolas Sarkozy, qui ont peut-être été assez décevants pour ceux qui ont élu ces mêmes présidents, avec effectivement ce que certains ont vécu comme des reniements par rapport au discours qui était celui de la campagne, lorsqu'il est venu le temps de prendre des décisions une fois arrivé en fonction. Alors justement, pour étayer ce que vous venez de dire, Sébastien, un chiffre, 83% des citoyens, selon les derniers sondages, c'est dit dans le livre de Brice Teinturier, estiment que leurs idées ou leurs attentes ne sont pas bien ou plus du tout représentées. 83%. Ouais, alors moi j'ai envie de relativiser un petit peu ce chiffre, parce que ce chiffre, il faut l'ancrer dans une réalité. C'est vrai, c'est représenté où? Dans les médias, à l'Assemblée nationale, dans les collectivités locales. Je veux dire 83%, 57%, 12%. En fait, il faut l'ancrer, ce chiffre, sinon ça ne veut rien dire. Ou alors on repart sur le retour de l'éventuelle dose de proportionnelle, etc., etc. C'est un débat qui n'en finit jamais. Mais voilà, 83% où? Oui, et puis alors moi ce qui me frappe assez justement quand on scrute un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que par moments, au gré des partages parfois très importants de certaines informations, qui ont à voir justement avec des aspects, là je reviens sur ce que a dit votre invité précédent, Annick Penedjoul, que je rejoins, effectivement les questions de costumes sont-ils vraiment centrales dans la démarche d'un candidat. On a l'impression aussi que, en tout cas c'est ce qu'on ressent à travers les réseaux sociaux, par moments le citoyen aurait tendance presque à s'intéresser davantage à ce genre d'éléments
périphérique plutôt que ce qui fait le cœur du programme ou du positionnement d'un candidat. Alors, le citoyen, et aussi là, j'anticipe sur l'autocritique de la presse, sur le traitement et la hiérarchisation de l'information qui est importante, parce que ça fait vendre. Il faut vendre du clic, il faut provoquer des choses. Donc, je pense que les deux se rejoignent. Alors, intéressons-nous également à la Corse, évidemment. Le PRAF, le plus rien à faire, plus rien à foutre, c'est aussi l'idée que l'opinion publique, que les citoyens peuvent le lundi voter à gauche, le mardi à droite, le mercredi voter extrême centre, par exemple. Oui. L'extrême centre, cette fameuse notion qui me plaît. Est-ce qu'en Corse, vous avez ce sentiment-là? On a souvent dit qu'en Corse, la politique et le football d'ailleurs étaient les deux sujets de discussion les plus répandus dans les cafés, dans les rapports sociaux également. Vous avez cette idée-là que le PRAF existe en Corse, plus rien à faire, plus rien à foutre, où il y a une appétence plus forte? Il y a cette fameuse proximité qu'on évoque toujours lorsqu'il est question de la Corse. C'est vrai que ici, c'est un petit territoire, qu'on connaît nos politiques. Là, beaucoup de citoyens, ces fameux citoyens lambda, qui n'existent pas d'ailleurs, mais ont accès aux personnalités politiques qu'ils croisent sur les trottoirs ou à un moment donné au détour d'un comptoir même. Donc je crois que ça crée effectivement une appétence, d'autant que nous on a en plus un élément supplémentaire en Corse avec la fameuse notion de village, cette petite entité électorale sur laquelle on a vraiment une attention particulière. Donc je crois que bien sûr qu'on va croiser des gens qui n'en ont plus rien à foutre, pour reprendre l'expression de Brice Teinturier, mais j'ai quand même tendance à trouver qu'ici, l'appétit pour la politique existe encore. Dans les études, les sondages, les études d'opinion que vous proposez dans le journal Parole de Corse, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas est-ce une réalité, les Corses sont plus politisés, selon vous? Oh, certainement, oui, sans aucun doute. Mais il faut relativiser aussi cette donnée, puisque la Corse n'échappe pas. N'est-ce pas? C'est naturel, c'est une seconde nature chez moi, que voulez-vous? Non, il faut relativiser parce que la Corse, de toute façon, n'échappe pas aux tendances nationales. Donc oui, effectivement, qu'il y a certainement une partie des électeurs prafistes. Mais je pense que c'est sur une courte période, parce qu'il y a autant de sélectionneurs d'équipe de France que de présidents de conseils exécutifs ou de maires de Bastia, d'Ajaccio ou de Mocacroce. J'évoquais dans mon édito le dégagisme, cette idée qu'il y avait un désir de la part des citoyens de renouvellement de la classe politique. C'est une expression qui a été popularisée en France par Jean-Luc Mélenchon, mais qui vient de loin, nous en avions déjà parlé, les révolutions tunisiennes notamment en 2011. Vous avez le sentiment qu'en Corse, il y a ce désir fortement ancré de renouvellement, ou finalement, pas plus, qu'ailleurs? Moi, je ne vois pas de dégagisme à proprement parler. D'abord parce qu'il y a une certaine stabilité du personnel politique en Corse. On n'a pas beaucoup vu de nouvelles... Soit stabilité, soit renouvellement, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Allez, appelons ça une forme d'alternance, peut-être, qui se met en place, et alors qu'a été particulièrement manifeste lors des dernières élections territoriales, avec l'arrivée des nationalistes aux responsabilités. Mais je veux dire, les nationalistes que l'on a vus émerger, en particulier les deux présidents que sont Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone, ils n'étaient pas des nouveaux venus dans la sphère politique corse. Moi, pour rejoindre Sébastien, juste une chose, sur l'alternance, je suis d'accord avec vous pour peut-être les municipales, on parlait d'Ajaccio et Bastia, et effectivement, Gilles Simeoni et même Laurent Marcangeli n'étaient pas des novices en politique. En revanche, je vois plus les élections de décembre dernier comme du dégagisme... de l'ancienne majorité. De l'ancienne majorité, puisque le dégagisme, c'est anti-système, donc voilà, c'était vraiment... Majorité de Paul Jacob. Exactement, qui a été, voilà. Ou avant ça, littéralement. Voilà. 40 secondes pour donner vos arguments, résumer votre pensée et répondre à cette question. C'est une première pour vous, Caroline, donc vous commencez. Super, merci. Allez dans le grand bain. C'est vraiment très sympa. Alors, de quoi le PRAF est-il l'expression? Eh bien, pour moi, c'est très flou, c'est un paradoxe. On nous dit que ce sont des... citoyens qui s'intéressent à la politique et qui s'éloignent de la cuisine politicienne, ce qui donne plutôt de l'espoir. Ce sont des électeurs éclairés. L'intérêt, c'est vraiment pour les politiques de savoir renouer le dialogue avec eux, parce que les prafistes ne sont pas pour autant abstentionnistes, donc ce sont des électeurs comme les autres. Et si ce sont des électeurs comme les autres, il faut qu'ils acceptent le jeu démocratique, le fait majoritaire et le scrutin majoritaire, qui fait qu'on ne peut pas représenter toutes les idées partout, tout le temps. Voilà. 40 secondes pour Caroline, bravo. C'est un métier. Sébastien. PRAF, alors bon, des illusions, des intérêts, nous dit Brice Teinturier. Moi, j'ai trouvé ce livre peut-être un peu plus intéressant que Caroline.
Je reconnais évidemment le côté très marketing, très communication, mais c'est un bouquin quand même qui a cet intérêt de mettre le doigt sur un certain nombre de notions qu'aujourd'hui on peine à définir, cette manière dont des citoyens s'éloignent du discours politique, s'éloignent du discours médiatique. Ça nous montre notamment à quel point il est urgent, et c'est peut-être en ça que l'élection présidentielle qui arrive est importante, le fait de enfin réussir à renouer avec cette part importante de la population. Je crois que c'est 30% selon Brice Teinturier qui serait dans ce mouvement PRAF. Donc réussir à renouer un peu avec ce qui fait le quotidien de ces gens. Parce que finalement, c'est parce que ces gens ne se trouvent pas concernés dans leur quotidien qu'ils s'éloignent tant de la politique. Brice Teinturier, plus rien à faire, plus rien à foutre. PRAF, donc, la vraie crise de la démocratie. C'est chez Robert Laffont. Prix du livre politique. Nous en avons débattu, nous avons essayé de décrypter ce que regroupait cette notion de PRAF. Merci à vous deux, merci Sébastien, merci Caro. On va se retrouver très vite, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez, restez même sur France 3 Corse via Still. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.